Bonjour mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, bienvenue à votre émission de prédilection Mag Bazar qui respire déjà sur la fièvre du 13-14 au 15 août qui seront célébrés bientôt. Il faut dire que du 15 août 1960 au 15 août 1925, le Congo aujourd'hui totalise 65 ans d'indépendance qui de tradition est toujours célébrée. Aujourd'hui, donc, nous avons pensé prendre place, faire une pause avec les manifestations liées à cet événement pour poser un regard ou réfléchir sur ce qui est des idéaux du 13-14, 15 août. Il faut dire qu'après tout cela, après toute cette histoire vécue, expérimentée par les Congolais, que pouvons-nous dire en tout cas de cela? Des questions qui taraudent dans notre esprit, qui seront examinées ici par Monsieur François Ondaï, il est journaliste, écrivain au milieu. Bonjour, Monsieur Ondaï. Bonjour. Monsieur Jules César Kenakale, politique et intellectuel. Bonjour. Bonjour, Ronick. Monsieur Nibourine Dubiche, politiste, philosophe. Bonjour, Monsieur Nibourine. Merci beaucoup, bonjour. Alors, tout le plaisir est à moi parce que Mag Bazar a comme tradition, à l'oreille de cet événement, emmené sur le plateau des intellectuels, des réfléchis qui peuvent porter un regard sur notre pays. Comme je l'ai dit tantôt, le Congo célèbre donc 65 ans d'indépendance. Et que pouvons-nous dire donc des idéaux des 13, 14, 15 août? Tout le monde dit qu'est-ce que le Congo en fait? Et de là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons pu retenir? Est-ce que cela nous permet de mener une réflexion alors profonde sur cette histoire et projeter l'avenir? Pour tout commencer, j'invite Monsieur Ondaï de nous faire réfléchir à ce sujet. Alors, l'histoire, brièvement, des 15 août, c'était quoi au juste? Merci, mon cher Romik. Pour commencer, je voudrais d'abord rendre un hommage à une figure aujourd'hui complètement escamotée de l'actualité politique de notre pays, mais qui fut le leader historique des journées des 13, 14, 15 août 63, à savoir M. Pascal Okema Morlende. Il nous a quittés le 10 février 2010, on va dire, dans l'anonymat général, comme l'avait remarqué le journaliste émérite François Itoua. Donc, la jeunesse congolaise, les générations post-révolution ne l'ont pas connu, alors qu'il fut l'homme orchestre sans lequel il ne devait jamais avoir cette révolution. Je tenais à d'abord présenter mes hommages de ce point de vue. Alors, pour revenir à votre question, bien, vous savez, toute révolution, quand elle éclate dans le monde, ça veut dire qu'il y a une situation antérieure face auquel les citoyens ne pouvant plus se soulèvent, et puis voilà, on renverse tout. On renverse l'ordre établi, quoi. Oui, on renverse bien sûr l'ordre établi. Mais à quoi bon une telle révolution? Ben non, attendez. Et s'il y a révolution, ça veut dire que la société est bloquée. Et que les passerelles par lesquelles on peut débloquer cette société bloquée sont soit cassées, soit quand les citoyens ne peuvent pas rapidement s'en saisir pour faire que, bon, de manière pacifique, de manière, on va dire, discutée, on arrive à autre chose. Alors, la révolution des 13, 14, 15 août. Dans le cas de la révolution des 13, 14, 15 août, le peuple congolais qui venait après 3 ans d'indépendance aspirait à un mieux-être, et s'était rendu compte que le gouvernement Youlou ne pouvait pas être le gouvernement qui l'amènerait vers la félicité, vers ce qu'il recherche en termes de justice sociale, en termes d'égalité, en termes de liberté, en termes de solidarité. Et c'est pour ça que, bon, il s'était soulevé, s'était joint au mouvement des syndicalistes qui l'avaient amené à chasser le président Youlou du pouvoir. Et pourquoi donc l'avoir chassé? Parce que c'est le premier président qu'on investit et on croit mener bien la barque au Congo. Pourquoi l'avoir chassé? Mais les faits pour lesquels les gens se sont soulevés, il faut d'abord souligner que l'État congolais
sous le président Youlou était devenu en fait un patrimoine personnel du président Youlou et des ministres qui l'entouraient, de l'administration qui était la sienne. Et le népotisme, le tribalisme, le régionalisme régnait, et donc il fallait s'en débarrasser. C'était des valeurs, c'était des non-valeurs, c'était des valeurs régressives, on va dire. Donc il fallait s'en débarrasser, et le peuple a suivi l'appel des syndicalistes. Voilà. Est-ce que Kelakane, ces actes qui nous font rappeler tristement le premier politique, le premier président congolais? J'entends souvent dans l'histoire du Congo, il doit tout voler, ainsi de suite. Il y a ceux qui pensent que c'est d'ailleurs lui qui a eu à inaugurer le vol dans ce pays. Tout ça. Est-ce que ce n'était pas dû à l'immaturité politique? C'est quand même un premier régime. Est-ce que ce n'était pas l'immaturité politique? Bon, Comment expliquer pour en venir d'abord à votre préoccupation, je rebondirai sur ce que M. Ondaï a eu à énumérer. Ce que je pense que nous pouvons dire aux populations, que cette révolution a eu normalement, dans cette révolution des 13, 14, 15 août, nous avons connu pratiquement 3 paramètres. Parce que, qui dit révolution du changement? Nous sommes partis de l'indépendance de 1960, et quand nous arrivons en 1963, tel que le dit M. Ondaï, ce qui avait été constaté par les politiques, c'est que le président Abbé Fulbert Youlou, paix à son âme, devait en venir à imposer un parti unique. Ça, il faut le signaler. De deux, les 3 grands leaders des syndicats de l'époque s'étaient insurgés parce que le président Youlou aussi, à l'époque, avait constaté qu'il y avait comme un peu trop de sons discordants, c'est-à-dire que les syndicats tiraient beaucoup de ficelles. Le problème des syndicalistes, à leur niveau, c'était le SMIC de l'époque, qui ne répondait pas. Et que quelque part, ils constataient que le gouvernement de l'abbé Fulbert Youlou faisait assez de déplacements, beaucoup de voyages. Bon, de l'autre côté, la jeunesse, parce que ça, c'est pratiquement les 3 entités qui ont concouru à l'avènement de cette révolution-là. Du côté de la jeunesse, il y avait aussi un certain désordre, parce qu'au niveau de Bakongo, il y avait des groupuscules, c'est-à-dire des jeunes qui chacun était leader d'un petit mouvement, et cela emmenait un peu le désordre. Lui, il a pensé que donc il devait organiser cette jeunesse. Et donc, tous ces 3 blocs-là réunis ont pensé que le monsieur devait museler la démocratie. Parce que nous étions, à l'époque, nous sommes venus de l'époque de l'indépendance, avec des partis, de PPC, l'UDDA, de l'abbé Fulbert Youlou, le MSA, de Jacques Opango. Mais en voulant instaurer un parti unique, les gens se sont dit, non, mais le monsieur là, nous est en train de nous emmener dans le monopartisme. Et nous devons justement combattre et faire une révolution pour changer. Et on a voulu qu'il parle. Mais on a parlé du vol et tout. Moi, je pense que à l'heure actuelle, avec le recul, nous voyons que oui, justement, l'œuvre humaine n'est pas parfaite du gouvernement de l'abbé Fulbert Youlou. Mais aujourd'hui, la révolution a été trahie parce que les mêmes mots, ou bien sinon, ce qu'on pouvait indexer au gouvernement de l'abbé Fulbert Youlou est d'actualité. Est revenu presque d'actualité. On va examiner au cours de l'émission si c'est, il faut dire comme ça, naturel chez le Congolais. Alors, monsieur Nebourine, mais franchement, c'est là où nous interrogeons l'opinion, nous interrogeons ces deux pour dire, est-ce que nous avons fait un bond? Sinon, est-ce qu'on peut faire une projection? Merci d'ailleurs pour cette remarque, monsieur Nebourine, vous avez un regard très, très précieux sur les nations, sur la vie des sociétés. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, justement, il faut quand même ajouter de manière procédurale que quand le problème se pose à l'indépendance, il se pose en termes de liberté, de recherche de liberté. Pourquoi? Mais parce que les intellectuels de l'époque considèrent que les blancs et les noirs sont égaux et qu'il n'y en a pas un qui puisse diriger les autres. Et quand l'indépendance est acquise, le problème qui se pose, c'est le problème de la gestion de la nation. Or, nous avons en ce moment-là quelques contextes à couvrir. Le premier contexte, c'est conserver tout de même les allures ou la stabilité laissée par le colon. 2, faire en sorte que la population, croit qu'elle croisse, soit
consommer en termes de besoins ou en termes d'emploi. 2, essayer de conserver la stabilité politique entre les groupes qui ont hérité l'indépendance. Il faut conserver cette stabilité-là. Ça commence par une harmonie entre les groupes dirigeants. Parce qu'il faut remarquer que même les syndicalistes avaient en réalité un point d'exercice sur le pouvoir. Leur point de vue comptait. Et il fallait rechercher toujours l'harmonie entre les politiques et les syndicalistes, mais surtout faire en sorte que la politique elle-même soit productrice d'entreprises. C'est pourquoi vous allez voir la frustration du côté du Congo, parce qu'une promesse est faite à l'origine par le président Youlou que, enfin, le peuple qui le soutenait devrait bénéficier de pas mal d'avantages. Ce qui n'est pas venu quelque temps après. Et les collègues du président Youlou, qui n'ont pas été associés à la gouvernance, vont finalement manipuler la jeunesse. Qui va réagir contre la manière de gouverner du président Youlou en saisissant un certain nombre de défauts. Mais si vous voyez bien, tout le problème est autour de la gouvernance et de ceux qui sont contre cette gouvernance parce que les conclaves de départ n'ont pas été respectés et de ceux qui sont hors gouvernance mais y attendent des intérêts précis. Puis n'oubliez pas que le plus grand défaut de cette époque, je l'ai entendu parler des grands leaders au Kemba, mais le plus grand problème de cette époque, c'est qu'il y a népotisme, mais il n'y a pas de nation. Les leaders politiques se connaissent entre eux, peuvent gouverner entre eux, quand celui-ci est en fragilité, on peut appeler l'autre, mais la constitution de la nation véritable, il n'y en a pas. Le peuple est presque un simple assistant, un docile exécutant, jusqu'à ce que le peuple décide de regarder les choses autrement. Et donc, le président Youlou, je crois, a manqué de leadership rationnel. D'ailleurs, il lui fallait regrouper tous les leaders autour d'un seul idéal qui serait inscrit en réalité dans une idéologie de progrès. Il l'a manqué. Et c'était finalement la routine. Et cette routine a créé des fragilités entre eux. Voilà. Oui, ça a créé des fragilités, mais donc je pense que le Congo était à ses premiers pas, il faut le dire comme ça. Et il y avait à l'époque des cadres non aiguisés aussi. C'est un pouvoir qui leur est déposé comme ça par le colon. D'ailleurs, j'ai suivi une fois le vieux Antoine Delecas, paix à son âme ici, dire, lui qui a assisté à certaines choses, dire, mais il va se poser la question une fois, oui, vous m'avez donné le pouvoir, mais où sont les hommes? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se cherchait lui-même, qui n'a certainement pas la notion de la gestion politique d'un État. Est-ce que cela devait surprendre? C'est là que j'allais chuter, justement. Oui. Puisque la colonisation laisse un héritage qui est limité dans une certaine mesure. Mais quand le président Youlou arrive, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'idéologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une étude exacte de la société pour analyser les nouveaux besoins et essayer d'implémenter un nouveau style qui puisse faire que la majorité soit satisfaite. Voilà. Voyez-vous? Et au plan de la gouvernance politique en tant que stratégie de réunion des leaders et au plan de l'action politique ou de l'action d'État qui puisse satisfaire les populations de l'autre côté. Il y a eu une certaine crise. Et dans cette crise de perspective, les autres leaders se sont désolidarisés. Ce qui fait qu'il y ait finalement, si vous voulez, une sorte d'enlisement qui n'aura pas d'issue et va faire qu'il y ait brisure. Mais cette brisure, et c'est là tout le problème, cette brisure va tout de même permettre aux Congolais de découvrir le lieu du lien, de l'État et du lien social. Le lieu va venir finalement avec Massamba Débat, avec, si vous voulez, cette éclosion entrepreneuriale qui va faire que par le bénéfice de la France et de beaucoup d'autres partenaires, qu'on ait ici une certaine explosion d'entreprises. Ce qui va faire que les belligérants qui étaient d'un côté comme de l'autre trouvent de l'emploi et ça va apporter une certaine accalmie sociale. Merci. En réalité. C'est dire, pour ceux qui nous suivent bien, le problème doit se poser en termes politiques certainement, le but de la politique, si on voit bien qu'il doit répondre absolument à ses visées.
aux attentes, hein, parce que si ça compte, je vous écoute, la révolution est dans ce sens. Parce que lorsque les syndicats se lèvent, c'est pour la revendication de ses droits. Et souvent, lorsque le syndicat revendique, et il faut porter un regard sur la société et sur l'homme. Et c'est ça souvent, et nous allons voir le long de l'émission, si c'est à répétition, c'est là où nous allons interroger la réalité d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Ondaye, vous qui étiez rouge, je ne sais pas si vous l'êtes encore, hein, permettez-moi le terme, c'est peut-être trop dit, mais moi je l'étais jeune, jeune je l'étais, c'était la réalité du pays. Alors, est-ce que après cette révolution, le Congo a eu une plage de temps, ou a vécu une plage de temps, où il a pu bénéficier des fruits de ses aspirations ou de ses idéaux visés? Bien, avant d'arriver à votre question, je voudrais d'abord souligner une chose. C'est que ce qui a desservi énormément le président Youlou. On peut se démarquer, on gagne le temps. Oui, bien sûr, voilà, non, voilà. Mais quand même il faut en parler parce que le président Youlou avait été décrié en son temps. Son mode de vie était décrié. Et les Français y insistaient. Il était considéré comme un président, un homme extravagant. Un homme extravagant. Et c'est même ce tape à l'œil qui avait réussi à mobiliser d'abord les militants. Son train de vie était exagéré. Et lors du procès du 9 juin 1965, le procès du gouvernement Youlou, mais il fallait entendre le réquisitoire du procureur de la République contre sa gestion calamiteuse. Et donc, de ce point de vue, il faut d'abord prendre que il faut verser ça au-dessus de l'histoire. Ok. Voilà. Bon, maintenant, pour arriver à votre révolution, à votre question, eh bien, vous savez, la révolution, c'est changement. Donc, ceux qui avaient pris la relève du gouvernement Youlou, autrement dit le régime Massama Deba et tous les régimes révolutionnaires qui ont suivi, eh ben, se sont conformés à une éthique, à savoir qu'il ne fallait pas malmener les biens publics, qui était la première accusation lancée contre le gouvernement Youlou. Voilà. En tout cas, jusqu'à 1990, jusqu'à décembre 1990, au moment où ça chauffait, c'est-à-dire le syndicat CSC appelé à la conférence nationale. 90. Oui, décembre 90. Donc, tous les gouvernements révolutionnaires qui sont passés, le gouvernement Massamba, Ngwabi, Yombi Opango, bien sûr c'était éphémère, et surtout Sassou Nguesso, tous ces gouvernements, ça dit qu'ils ont obéi au slogan des 13, 14, 15, 63, à savoir qu'il fallait respecter les biens de l'État. Ça, c'était un progrès énorme. 2, d'un point de vue formation, c'est-à-dire doter le pays en cadre qui devait tenir l'administration, parce que nous étions très très en retard là-dessus. Les nouveaux pouvoirs l'ont fait tout le long des 27 ans qu'a duré la révolution, l'épisode révolutionnaire. Hein, voilà. Il y a eu donc formation en masse des jeunes citoyens congolais pour qu'ils deviennent les nouveaux maîtres de l'administration du pays. Et bien sûr, en termes d'égalité, je peux dire que l'administration congolaise s'est créée de cette manière, à savoir que tous les Congolais peuvent jusqu'à présent aspirer librement à l'administration, à gérer l'État congolais, ainsi de suite, sans discrimination. C'est vrai qu'actuellement, il y a des bouchons qui se créent par ici, par là, et qui sont très, très regrettables. Mais je peux dire que pendant les 27 ans de l'administration révolutionnaire, oui, ils ont rempli leur office. Alors, mais comment donc faisons un pont? Alors, vous venez de présenter ce tableau, et aujourd'hui nous questionnons, nous interrogeons la réalité parce que l'État est une continuité. C'est la même histoire qui s'écrit. Nous sommes passés de l'époque d'après la colonisation, la première république, ainsi de suite, jusqu'à la conférence nationale. Et aujourd'hui, nous sommes plongés dans la démocratie. Nous allons célébrer bientôt le 15 août, ce qui est une tradition chez nous. Alors, est-ce que le Congo d'aujourd'hui, ou bien que dire du Congo d'aujourd'hui vis-à-vis de ses idéaux? Qui prend la parole?
Monsieur Kenakali. Je vais en arriver, mais je vais... Gagnons le temps, il nous reste peu de temps, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je voulais qu'on achève. Oui, mais c'est très important avant que nous ne chutions sur ce que vous aviez dit là. Je tiens d'abord à rebondir sur ce que M. Andaï a dit concernant le président Abbé Fulbert Youlou. Vous savez, M. Nibori l'a dit tout à l'heure là. Il s'agissait des gens qui ont hérité d'une indépendance, mais qui s'attendaient des intérêts, c'est-à-dire le bien-être social. Bon, je vous notamment le syndicat. On ne fait pas ce procès, sinon on va perdre le temps. Non, parce que depuis le début, nous avons épuisé sur ça. Mais cette révolution-là, par rapport à ses acquis et à ses attentes, quand nous sommes arrivés au temps du président Massamba Deba, mais vous avez bien vu que même les mêmes libertés que les syndicalistes revendiquaient là, c'est monsieur le président Massamba Deba qui a emmené le Sénat. Le premier parti monopartiste d'après les indépendances. Vous voyez? Le MNR. Le MNR, excusez-moi, merci bien. Vous voyez? Il a mené le monopartisme. Cette fois-ci, les syndicats ou la classe politique s'est estompée à cause de ce que M. Niborine a dit. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins l'emploi. Le président Massamba Deba s'est investi et a mouillé le maillot pour ça. Il y a eu des entreprises pour ça sur le terrain. Ce qui a fait qu'il y a eu un accalmie. C'est ce qu'il a dit. Après cette accalmie, quand nous sommes arrivés au temps du président Mariam Gwabi, mais le parti créé par le président Massamba Deba, c'est le PCD qui a pris le relais avec le président Mariam Gwabi. Mais au temps du président Mariam Gwabi, bon, on peut justement voir la coopération avec la Chine, la Russie, etc. etc. Nous avons aussi évolué sur le plan social de quelques acquis. Mais aussitôt après, la crise est arrivée. Mais toujours la crise là, manipulée comme au temps du président Youlou, c'est-à-dire c'est la politique à travers la France-Afrique. Parce que le président Mariam Gwabi voulait toujours régler le cadre social à partir des fonds pétroliers. Or, sur ce côté-là, la France ne voulait pas ce qu'on en parle. Vous voyez, le président Mariam Gwabi fut assassiné par c'est-à-dire c'est les révolutionnaires, ceux qui disaient qu'il emmenait le pays, ou bien l'impérialisme, comme ça s'est dit à l'époque. Et ça va aller le coup. Mais le président Yombi est venu éphémèrement. Mais il a eu aussi des difficultés à propos justement du problème des salaires. Mais ce fut un même chantage. Yombi a tout volé comme on avait entendu au temps de Youlou. Est-ce que réellement, au temps de Youlou, Massamba Deba a trouvé les caisses vides et il a pu faire ce qu'il avait pu faire? Point d'interrogation. Bon, le président Yombi, quand il est passé éphémèrement, mais nous avons eu après les premiers booms pétroliers. Donc là où nous avons vu le président Denis Sassou Nguesso, dans le mono bien sûr, mais en tant que bâtisseur, c'est-à-dire les grandes infrastructures. Parce que dans cette histoire-là, sur le développement et le bien-être social, nous pouvons prendre donc les époques du président Massamba Deba et le mono au temps du président Denis Sassou Nguesso, qui a suivi aussi après la conférence nationale avec les œuvres qui continuent jusqu'à maintenant. Sauf que maintenant, du côté social, on est revenu au carrefour, là où la gestion du bien public, du bien commun, qu'on avait indexé le président Youlou, qu'on a indexé le président... Qui est le mal, l'éternel mal qui gangrène. Aujourd'hui, les gens sont devenus plus gabégistes qu'à l'époque. On a eu des booms pétroliers récurrents. L'argent du pétrole, du bois et des minéraux qu'on voyait même à l'époque de Ngwabi et même de Massamba Deba. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où ces fonds-là partent. Et il y a des scandales financiers qui s'en suivent. Parce que quand vous faites de ce qu'on a dit à propos de la dilapidation des 14 000 milliards des générations futures, il y a des ministres des Finances qui sont passés pour dire qu'on faisait des excédents budgétaires. Vous voyez? Mais parce que tout à l'heure, M. Andaï a dit que ces gouvernements, ceux qui sont passés après, ils ont fait... Non, ils n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas fait le travail parce qu'on n'a pas pu profiter, tirer en notre compte vraiment les acquis de ces différents booms pétroliers, sinon on serait plus loin par rapport à ce qui se prévoit sur le Monsieur Nibori, nous sommes sur les acquis, révolution telle que je viens de le dire. Aujourd'hui, que dire? Bien, il faut savoir que le monde, même au plan stratégique, est dynamique. Il est dynamique. Le président Massamba Deba a laissé un certain standard au plan industriel. Vous voyez bien que
notre rapport à la culture, notre rapport au pays n'a pas permis de mieux conserver ces acquis, surtout au plan industriel. Parce que n'oubliez pas que la stabilité d'un pays vient de ce que le bonheur de l'individu est garanti dans celui de la collectivité. Absolument. Ben, si vous avez plusieurs individus qui ont du mal à rêver de leur bonheur, mais tout de suite, ils vont succomber à leur passion. La violence viendra. Si ce n'est pas la violence, vous verrez que c'est la désobéissance civile. Et voilà. Ou encore le droit à la résistance. Or, dans le cas qui est le nôtre, avec l'évolution de la population, non la croissance de la population, les mesures économiques n'ont pas pu suivre, s'il vous plaît, les mesures économiques n'ont pas pu suivre pour aller en adéquation avec la croissance de la population. Bien sûr, en identifiant les besoins des Congolais avec l'évolution du temps. Ce qui va faire qu'il y ait déphasage. Ça, c'est la première crise. Qu'il y ait déphasage entre la montée de la population, donc la montée des besoins, et finalement, la stabilité ou la croissance économique. Deuxièmement, crise culturelle. On a eu un problème à nous représenter l'État. Notre rapport à l'État s'est cassé. Notre rapport à l'État s'est cassé. On ne sait plus représenter le rôle de l'État tel qu'il fallait. C'est-à-dire tel que nous le voulions à l'indépendance. En ce moment-là, il s'est passé un sérieux problème. C'est que, puisqu'on ne peut pas fournir le bonheur à la collectivité, on en fournit à la majorité qui gouverne. Dès lors, va naître la crise gouvernant-gouverné. Ce qui va poser problème jusqu'aujourd'hui. Et vous ajoutez certains phénomènes, aujourd'hui par exemple, puisqu'on est incapable de penser ce qui est difficile, c'est-à-dire comment faire pour que nous atteignons la satisfaction populaire, et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes rentrés dans des phénomènes qui permettent aux individus de s'enrichir à outrance. Quand on responsabilise un Congolais à un poste donné, il pense que le département qui lui est confié lui appartient désormais. C'est l'erreur dont parlait M. Ondaï sur M. Le président Youlou. Et il y a d'autres phénomènes qui s'ajoutent. Je vous en prie. Je termine rapidement. Oui. Il y a d'autres phénomènes qui s'ajoutent. Les contrats de croyance. Où vous dites à un cadre, si vous accédez à telle croyance, ben nous vous élevons à telle dignité professionnelle ou à telle dignité administrative. Mais une fois qu'il a rempli la condition, il fait de ce poste son patrimoine. Vous avez aussi d'autres phénomènes, toujours à partir des contrats de croyance, le fait que certains cadres se donnent en holocauste. Le fait que certains cadres se donnent en holocauste, ça fait qu'ils deviennent eux-mêmes, des propriétaires des postes administratifs qu'ils ne peuvent ne peuvent plus quitter. En ce moment-là, c'est l'État qui prend le coup. Troisièmement, et c'est le plus important dans ce pays, Monsieur Okila, il nous reste 3 minutes. Voilà, le plus important dans ce pays. Vous voyez l'attitude des financiers. Quand des ministères se présentent au trésor public, chercher de l'argent pour financer un certain nombre de projets, c'est très compliqué. Ils sont considérés comme des vulgaires personnages. Les représentants des ministères sont considérés comme des vulgaires personnages. Ce qui fait que certains projets ne connaissent pas leur bout. Voilà. Monsieur Ondaï, nous allons chuter. Nous allons chuter, c'est pourquoi je dis on gagne le temps. Je crois qu'il y aura une suite de cette émission. Il y aura nécessairement une suite parce que c'est une part d'histoire. Alors, monsieur Ondaï, au regard, on ne va pas revenir sur ce que les autres ont dit. Vous avez un regard. La réalité, c'est ce qu'il démontre. De Youlou à aujourd'hui, j'ai suivi le premier, suivi le deuxième. Est-ce faut-il faire une projection pour repartir à l'idéal visé que Youlou n'a pas pu atteindre tous ces systèmes? C'est clair tel que vous le développez. Que faire face à ces idéaux? Que faire? Non, je crois que le problème d'une administration politique, d'une administration sociale, est d'abord un problème de vision. Dès lors que nous avons une vision, on met tout en œuvre pour qu'on s'achemine dans cette direction-là. Le président Youlou, tout à l'heure, notamment Bourine, l'avait dit, à savoir qu'il n'y avait pas de vision à ce moment. Parce que lorsque nous prenons... c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui, hein?
tablant sur... Nous sortons déjà non, de là. attends, mais oui, mais nous, Voilà, il nous reste 3 minutes. Oui, un instant. Je vous en prie. Vous savez, le Chinois Mao Zedong avait dit que la révolution n'est pas un dîner de gala. Voilà. C'est tout comme l'État. L'État n'est pas, c'est pas un dîner de gala où chacun vient se paître, se remplir le ventre comme il veut. D'où donc il y a une question d'autorité, une question de vision, une question d'autorité, une question de but à atteindre. Bon, nous avons eu des politiques tout le long de ces 65 ans. Aujourd'hui, où est passée la gauche, hein, qui a eu à un moment donné un discours idéologique donné. Mais elle est de quelle gauche parlez-vous précisément? Mais la gauche politique. Voilà. La gauche politique qui a gouverné le Congo. Parce que quasiment, on peut dire que depuis 1963, nous sommes gouvernés par une gauche politique. Aujourd'hui, la plupart des partis se réclament sociaux-démocrates. N'est-ce pas? Mais quelles sont les politiques qu'ils appliquent? Ça, c'est une question idéologique. Hein. Ben voilà. Donc, ça veut dire, je veux dire quoi? Que dès lors que vous avez une vision, dès lors que vous avez une autorité, vous avez des moyens, on peut toujours bien faire. C'est-à-dire qu'il faut le Congo doit se bâtir une vision. C'est là ma vraie question. Que faire? C'est pas le Congo, c'est les dirigeants. Voilà. Il faut parler des dirigeants, c'est-à-dire ceux qui arrivent au pouvoir doivent avoir une vision, des visions. C'est-à-dire qu'il faut... Est-ce que un projet de société n'est pas une vision? Parce que la tendance est celle-là. Voilà. Est-ce que c'est pas une vision? Voilà. Moi, je pense que même qu'il y ait un projet de société ou pas, c'est le contenu. Vous savez, ce qu'il faut au Congo normalement, parce que nous n'avons pas pu rendre utile les acquis, hein, les acquis de la conférence nationale souveraine. Ce qu'il nous faut actuellement, c'est les états généraux de la nation et de la démocratie. Franchement, nous devons aller à des assises où consensuellement les acteurs politiques, les cadres, les scientifiques, les universitaires, l'armée, etc. Enfin, tout le monde doit s'asseoir pour justement que consensuellement nous pouvons identifier et arrêter un consensus national sur nos objectifs de démocratie et de développement. Comme ça, au sortir de là, nous pouvons avoir, comment est-ce qu'on peut dire, une feuille de route. D'abord, nous pouvons avoir, comment est-ce qu'on dit, un cahier de charges avec une feuille de route assez claire qu'on doit pouvoir implémenter. Que ce soit le président actuel ou d'autres acteurs politiques qui viendront, qu'importe si demain ils ne sont plus aux affaires, hein, ou bien ils ne sont plus en vie, mais qu'on puisse se poser les jalons parce que la vision, vous avez parlé de vision, mais le président de la République a bel et bien une vision que les Congolais ont suivie depuis. Vous savez, il s'agit de quoi? L'émergence. On a parlé de 2025. Mais donc, je ne sais pas, dans 35 ans, nous serons au 100e anniversaire de notre indépendance. Voilà. Mais voilà, donc telle est la vision. Pour y aller, un gouvernement national avec des technocrates à implémenter et à suivre. Alors, merci bien. Je vous dis, faute de temps, vous avez vécu la réalité. Hein, nous sommes obligés de laisser les Congolais sur leur soif. Et nous sommes dans le même mois. C'est des débats de haute facture, il faut le dire comme ça. C'est rare à Mag le bazar. Et donc, moi-même, je sens l'inaboutissement de nos idées, de vos idées, parce que nous servons un peuple, nous servons une population, nous servons la classe politique également. Donc, nous avons intérêt de revenir sur ces questions, même avec ceux-là qui le souhaitent. Alors, nous avons chuté par la vision. Quand on que le Congo n'a pas de vision, j'oublie pas. Donc, c'est dire de Youlou jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu concrétiser une vision. Mais la problématique posée aujourd'hui, la demande, il faut que tout le Congo s'asseye. Toutes les énergies s'asseyent. Là, c'est une problématique que nous allons ouvrir, parce que lorsqu'on pose le problème en ce terme, le politique voit le calendrier électoral. Le politique voit le réflexe de la conservation du pouvoir. Là aussi, vous devez nous dire à l'opinion comment ça doit se passer. C'est une hypothèse. Parce qu'effectivement, il y a eu trop de tentatives. Tout homme politique qui arrive vise le meilleur. Mais dans la faisabilité, c'est toujours difficile. Qu'est-ce qui se passe? Question de Mag le bazar. Comment sortir donc le Congo de ce verrou? S'il faut s'asseoir, comment s'asseoir? Pendant combien de temps? Et que deviendra le pouvoir? Que deviendront les institutions? Voilà les questions que je pose. Vraiment, chers téléspectateurs, gardez votre mal en patience.
C'était notre recette qu'on donne souvent chaque célébration de notre indépendance. Ça, c'est le premier numéro. En tout cas, automatiquement, la semaine prochaine, vous aurez un deuxième numéro. Je vous en prie, chers invités. J'avais reçu donc sur ce plateau M. Nibourine Dubiche, qui n'est plus à présenter, politiste, philosophe, ça me fait rire parce qu'on le réclame souvent sur ce plateau pour des telles questions. Merci à vous. Parce que quand la voix de la raison tonne, ça fait du bien pour le pays. Alors, M. François Ndaye, beaucoup expérimenté, journaliste, écrivain. Ndaye Akiera, merci beaucoup. Voilà, beaucoup expérimenté. C'est lui qui nous a emmené même la thématique, après des longues discussions. Merci, M. Ndaye. Et Jules César Kenakale, politique intellectuelle, qui est toujours à l'affût de la réflexion sur le pays. Je crois vous avoir servi, nous croyons vous avoir servi. Bonne fête de l'indépendance. Nous continuons la méditation sur le Congo et voir le devenir du Congo. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.